Je voudrais, comme M. le Président de la République, Macky Sall, a eu à le faire en temps des journées de deuil national, m'incliner devant la mémoire de ceux que nous avons perdus au cours de ces événements. Et je voudrais aussi également souhaiter un prompt rétablissement aux nombreux blessés que nous avons enregistrés. Ce qu'il faut surtout retenir aujourd'hui, c'est la part de vérité du gouvernement sur ces événements. Et il était important de le faire parce qu'il nous fallait et il nous faut éclairer l'opinion publique et internationale sur ces événements parce que nous avons entendu plusieurs narrations, et ces narrations et ces récits laissent entendre que l'entière responsabilité de tous les faits, des morts, des blessés, des pillages, sont le fait du gouvernement du Sénégal. Je voudrais, dans un souci de pédagogie, d'abord situer le contexte. Ensuite, maintenant, déterminer le prétexte. Et en même temps, fixer en dernière instance le texte. Nous sommes dans un contexte de Covid qui est une pandémie qui a eu des effets retentissants sur l'ensemble des systèmes économiques et sociaux de toute la planète. Le Sénégal n'est pas un pays isolé. Le Sénégal a été confronté à cette crise qui est une crise mondiale. Et dans cette confrontation, nous avions 4 énormes défis à relever. Le défi sanitaire, le défi alimentaire, le défi économique et le défi sécuritaire. Il fallait, pour pouvoir faire face à ces défis qui sont inédits, parce que cette pandémie invisible, mais aux effets visibles, qui a eu à produire des morts, des souffrances dans nos foyers et dans toutes les sociétés du monde, en désagrégeant beaucoup de systèmes sociaux et économiques, il était important qu'il y ait beaucoup de sérénité pour faire face à la gestion de cette pandémie. Je crois que le président de la République, Macky Sall, face à l'exigence qu'il y avait du choix entre la lutte sur le plan sanitaire et aussi du choix sur la poursuite de son programme économique, a eu à trouver le bon équilibre. Vous avez pu voir essentiellement tout ce qui a été fait comme effort, 1000 milliards de dégagés pour soutenir l'économie, les sociétés, les couches les plus vulnérables, 65 milliards, un gigantesque, vous avez vu, acte humanitaire qui a touché près de 10 millions de Sénégalais, et cela dans toutes les contrées du pays. C'est ce contexte aussi qui a conduit le gouvernement à adopter l'état d'urgence, à adopter le couvre-feu, à adopter un certain nombre de restrictions de liberté pendant donc un certain moment, que nous avons vu un fait alors survenir et qui va bouleverser un mois qui paraissait calme et qui va en quelques jours prendre la tournure de violence que l'on a considérée comme inédite et aussi violence qui a en quelque sorte secoué le Sénégal. Il faudrait dire que nous avons aussi l'habitude dans notre pays, comme on l'a vu aussi dans d'autres pays qui ont connu la même situation au même moment, en raison des mêmes contraintes. Nous avons connu de telles situations quand on remonte dans le temps, aussi bien en 1963, en 1968, les événements du champ de course, 1968, avec la grève des étudiants qui a eu une connotation mondiale à partir de la France et qui a frappé aussi le Sénégal et plusieurs pays, et aussi l'état d'urgence en 1988, et bien d'autres événements que nous avons connus et qui, à chaque moment, ont eu, par moment,
à mettre en quelque sorte notre pays dans une situation difficile. Ce qu'il faut retenir, c'est que le prétexte avec cette situation où il y a un mal-vivre, où il y a des impatiences, où il y a des frustrations, un fait est venu alors comme une sorte d'ouragan, venir bouleverser ce début de mois paisible au Sénégal. Il s'agit de la plainte d'une Sénégalaise du nom de Adji Sarr contre un député du nom de Ousmane Sonko. Cela, évidemment, a eu les secousses que nous connaissons parce que le mis en cause a dit qu'il s'agit de complot politique et en même temps aussi qu'il n'ira pas répondre à la justice. L'appel, comme il l'a fait à la résistance, a eu un écho dans les circonstances et les conditions que nous connaissons et cela a pu mettre dans la rue alors un certain nombre de manifestants qui, par la violence de leur acte, nous a fait poser énormément de questions. Nous avons vu des jeunes, c'est tout à fait normal, sur 16 700 000 habitants, 70% au moins de 35 ans, ils sont nombreux, mais nous avons vu aussi des enfants, nous avons vu aussi d'autres catégories de personnes, alors piller et s'en prendre à des biens alors étrangers, mais aussi des biens sénégalais, aux symboles de l'État, des édifices publics, mais également aussi les tribunaux, si on les cite, des postes de gendarmerie, rien n'est laissé, mais également aussi à des maisons de ceux qui sont considérés comme des dignitaires du régime et à celles aussi d'avocats et bien d'autres personnes qui ont eu donc à pâtir de ces événements. Ce que je voudrais surtout dire, c'est ça le texte, ce que nous pouvons en dire en ce qui concerne l'aspect judiciaire, nous ne nous étendrons pas là-dessus. La justice est en train de faire son cours et il ne faudrait pas oublier qu'elle a pu cacher véritablement la véritable affaire, parce que la véritable affaire, c'est cette plainte qui oppose deux Sénégalais d'égale dignité qui iront devant la justice s'expliquer et la justice, en toute indépendance, en toute impartialité, rendra son verdict en tenant compte des éléments de preuve qui auront été déposés devant elle. Je pense que c'est ça, le fonctionnement d'un État de droit. Donc, je ne m'y attendrai pas davantage et je laisserai la justice donc continuer son travail et nous saurons, le jour où le verdict sera rendu, nous saurons quelle est la réalité de cette affaire qui a provoqué un choc au niveau du Sénégal. L'onde de choc, ça a pu toucher l'ensemble des régions et un certain nombre, en tout cas, de capitales régionales. Et ceci nous ramène aujourd'hui, dans le cadre donc, de cette adresse devant vous, de revenir sur l'interprétation qui en a été faite par une certaine opposition, par des organisations de la société civile et aussi par bien d'autres personnes qui ont regardé ces événements et qui sont peut-être des observateurs. Mais ce que je retiens fondamentalement, et c'est en cela que le gouvernement veut donner sa part de vérité, c'est que l'on a voulu que l'entière responsabilité, faire endosser par le gouvernement, l'entière responsabilité de ces faits. Or, je vous l'ai dit tout de suite, avant de parler du point de chute, il faut parler du point de choc. Le point de choc, c'est cette plainte et ce refus alors de déférer à la justice qui a provoqué ensuite maintenant, et ceci, comme j'ai eu à le dire, il y avait un terreau fertile et qui était lié à l'absence de liberté, à la perte d'emploi, à la situation de mal-vivre d'une certaine jeunesse et qui a pu ainsi exploser et ce fut une sorte d'exutoire. 3 grandes accusations ont été portées contre l'État du Sénégal. La première, il est dit que c'est un gouvernement illégitime qui est sur place et que le président de la République, Macky Sall, a un mandat qui n'est pas légitime. Ces propos sont excessifs. En démocratie, on ne s'autoproclame pas légitime. C'est l'onction du suffrage universel qui confère la légitimité parce que c'est le peuple souverain qui valide ou invalide le mandat de ses dirigeants.
lors des consultations régulières. Alors, quelle est la voix de ce peuple relativement à cette accusation, que vous verrez qui est sans fondement? En 2012, le président de la République, Macky Sall, a été élu à plus de 65% des voix. Une élection qui est à la fois transparente, honnête, sincère, qui reflète la volonté du peuple. Et le président en place, qui était là et qui a organisé les élections, avant même la publication officielle, en est venu à féliciter le président de la République, comme lui-même l'a été par le président Abdou Diouf en 2000, lorsque les élections se sont passées, montrant ici leur capacité d'élévation, leur élégance aussi républicaine et leur volonté de respecter la volonté du peuple qui reste souverain en matière d'élection, parce que c'est sa voix qui permet à une personne d'être élue président de la République, député, maire ou toutes les autres élections alors qui sont organisées. Il y a les élections de 2014 avec celles de 2012, où la quasi-totalité des collectivités locales ont été remportées par la coalition du président de la République. Il y a les élections donc, de 2016 que vous avez pu assister, le référendum où encore un score important de plus de 62% ont pu affirmer que les choix politiques du président de la République avaient l'adhésion du peuple. Mais aussi les élections du Conseil, dans la même année, des collectivités territoriales ont montré encore le choix qui est porté sur le président et sa coalition. Il y a les élections législatives où la majorité absolue a été aussi remportée, a été donc acquise à la coalition du président de la République, Macky Sall. Mais en même temps aussi, il y a l'élection de 2019 avec 58,26%. Une élection qui confirme que le choix politique, l'offre politique par rapport à celle des autres opposants, à celle des autres candidats, était celui qui était accepté par le peuple sénégalais. Donc, où est la légitimité? Elle est là. C'est celle-là qui la confère. Et n'est pas la légitimité personnelle que l'on peut s'offrir. Et la légitimité nationale du président de la République, Macky Sall, est une légitimité aussi qui est accouplée à une légitimité internationale. Quand vous le voyez, qu'aujourd'hui, président du FOCAC, co-président avec le président Xi Jinping de Chine, qui dirige pour un mandat de 6 ans, alors un lieu où tous les chefs d'État africains, tous les 55 pays africains ont la possibilité d'aller discuter librement la coopération d'une coopération gagnant-gagnant avec le gouvernement chinois. Cette coopération gagnante-gagnante, lorsque il y a eu un débat sur le choix de la personne qui doit représenter le continent africain, alors unanimement et à l'unanimité, en 2018, en Chine, c'est le président Macky Sall qui a été choisi. Et en même temps, vous avez pu voir que l'élection qui a eu lieu récemment, et que ce sont ses pairs, l'Union africaine, qui a porté son choix sur le président de la République Macky Sall pour qu'il soit à la tête de l'Union africaine. Et ce sera fait à partir de l'année prochaine. Cette légitimité nationale et cette légitimité internationale combinée confèrent une légitimité forte donc au président de la République, à son gouvernement, à diriger, parce que tout simplement, il maintient le cap et en même temps, ce qui est important, il tient bien le gouvernail. L'autre critique qui a été formulée, c'est qu'il y a eu des violations massives des droits de l'homme au Sénégal. Un rapport précipitamment écrit fait état, lorsqu'on le voit, une organisation internationale avec une organisation nationale, ensemble, se précipitent pour dire 13 morts, 590 blessés à la suite de violences policières. Voilà l'excès. On voudrait dire que c'est les violences policières qui sont à l'origine de tout ce que nous avons tous vu ensemble en voyant une catégorie de manifestants qui s'en prenaient à des biens privés, à des biens publics et même jusqu'au feu de signalisation, ce qui pourrait mettre nos vies, parce que réguler la situation, c'est une façon d'éviter aussi les accidents de circulation qui peuvent avoir des conséquences sur nos vies et en même temps, et s'en prendre à des postes de gendarmerie. Autant de faits qui sont faits, on dit que ce sont les forces de l'ordre qui elles-mêmes ont brûlé les postes de gendarmerie, ont brûlé alors Auchan et les stations Total et tout un tas de choses. Quand on fait la narration
et les récits d'un événement, je pense qu'il faudrait le faire en tenant compte de la réalité. Parce que les faits sont têtus. Nous en avons tous eu à la fois une vision claire à travers le reportage que vous avez fait, mais aussi les interprétations, c'est autre chose. Mais on ne peut pas soutenir que ce sont les forces de l'ordre qui sont à l'origine de toutes ces violences. Vous les avez entendus, et j'ai souvent entendu, que les forces de l'ordre sont en train de reculer, qu'elles sont même en train de fuir. Mais c'est parce que tout simplement, ce qui s'est passé, si ce n'était pas dans une démocratie, ce ne serait pas possible. Le Sénégal est un État démocratique. Dans un État de dictature, ça ne pourrait jamais se passer. Mais c'est parce que tout simplement, les instructions données par le président de la République, Macky Sall, c'est qu'il ne faudrait pas tirer sur les manifestants. Et cela n'a pas été fait. Ailleurs, on peut immédiatement, on se dit qu'on peut s'en prendre immédiatement aux manifestants en tirant, surtout que les armes sont là, ils sont à leur disposition. C'est pourquoi, contrairement à cette affirmation, à cet assertion, à cette accusation, nous disons que les forces de l'ordre ont fait preuve de tenue, de retenue, de sang-froid et de professionnalisme. N'eût été cela, nous aurions eu un bain de sang. Je pense qu'il faut leur reconnaître cela. Et que l'excès dans le jugement qui est fait à travers donc, cette accusation me paraît être quelque chose que l'on peut balayer et mettre complètement de côté. Des violations des droits de l'homme, on nous dit qu'il y a eu des tortures, des actes de torture, et que ces actes, et de même que, comme on l'a dit, que l'utilisation et l'usage de la force a été disproportionné, il faudrait dire que tout cela procède de l'exagération. Quand on parle de violations massives, quand on parle d'actes de torture, c'est parce qu'on parle d'un système, mais jamais cela n'a existé au Sénégal, qu'il y ait un policier, un gendarme, dans l'exercice de ses fonctions, de ses missions, ait eu à commettre un acte qui peut s'assimiler à un acte de torture, mais on ne peut pas dire que c'est un système établi, une planification, un ordre donné par un gouvernement pour arrêter et pour mettre en prison une catégorie de citoyens et en même temps les torturer. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la loi dit au Sénégal, dès l'instant que vous êtes interpellé, l'avocat est à vos côtés. Devant l'avocat, la torture n'est pas possible. La loi précise également aussi, dès l'instant que vous êtes en garde à vue, vous avez la possibilité immédiatement de requérir un médecin, ce qui sera obligé pour constater si vous avez des blessures. Donc tout cela atteste que cette affirmation me paraît être excessive. Je ne dirais pas qu'il y ait des actes qui peuvent avoir eu lieu, mais ces actes-là, si ces actes sont établis, la justice sera saisie et la justice fera la lumière et prendra les décisions qui sied relativement aux éléments de preuve qui seront versés donc, dans le dossier. Je voudrais pouvoir dire que dans ces violations des droits de l'homme, qui est porté au niveau du Sénégal, que le rapport d'Amnesty, parce que vous allez en parler, fait état d'un certain nombre de violences en parlant essentiellement de ces événements, mais des événements de l'année dernière. Je voudrais pouvoir vous dire, quand on parle particulièrement de la liberté de manifestation, garantie par l'acte 10 de notre Constitution, c'était le droit à la marche pacifique. Mais vous verrez que sur l'ensemble des demandes, j'ai les chiffres du ministère de l'Intérieur, sur plus de 2000, alors quelques demandes qui ont été faites, il n'y a qu'à peine quelques demandes qui ont pu être rejetées. Moins de 4%. Cela atteste parfaitement que la liberté de marcher aussi est une liberté qui est laissée à l'appréciation des marcheurs. Mais n'oubliez pas aussi, c'est en tenant compte d'un certain nombre de faits et de considérations et que l'on appelle l'opportunité et que le préfet peut être amené à refuser ou à ne pas donner suite à une demande. Je voudrais pouvoir dire que quand on accuse l'État du Sénégal, je pense que l'État du Sénégal n'a pas de leçon sur ce plan à recevoir d'ailleurs. Vous voyez le rapport dont il est question, qui m'a été communiqué ce matin, que je ne peux pas avoir lu en venant ici, mais je vois qu'il y a 500 pages. Et j'ai écouté la nouvelle secrétaire générale qu'il parlait essentiellement de l'état du monde
de l'état de violation des droits de l'homme. Sur ces 500 pays, 500 pages, la quasi-totalité des pays sont épinglés. Cela m'amène à dire, où est le paradis des droits de l'homme? Où est l'enfer des droits de l'homme? Le Sénégal n'est pas un enfer des droits de l'homme. On y va, on y revient, on fait ce qu'on a à faire. Et cela me paraît être important à relever. Donc, je voudrais en dernière instance revenir sur la troisième menace et accusation. Parce qu'il a été dit que les faits qui sont passés sont d'une gravité extrême. Que l'État du Sénégal sera attrait avec ses dirigeants devant la Cour pénale internationale. Je voudrais tout simplement dire que cela m'amène à faire cette remarque. La Cour pénale internationale, mais c'est une juridiction complémentaire des juridictions nationales. On ne la saisit pas directement. La Cour pénale internationale n'attrait pas un État, mais des individus, et qui sont impliqués dans ce qu'on appelle des crimes massifs. Mais quels sont ces crimes? Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides. Et avons-nous vu alors des faits qui sont aussi graves, qui auraient pu être apparentés à ces crimes qui froissent la conscience de l'humanité, qui a été amené celle-ci à prendre cette juridiction internationale pour juger ces crimes massifs et qui peuvent avoir des conséquences graves sur la paix et la sécurité internationale. Rien de cela n'a eu lieu parce qu'on ne peut pas dire que les faits qui se sont déroulés devant nous, que ces faits-là sont assimilables au génocide, c'est-à-dire avec une volonté de faire perdre la vie, partie ou la totalité d'un peuple. Je ne le pense pas. Je pense qu'aussi là, il faut revenir aussi à la raison et dire que le Sénégal est un État de droit, que les libertés fondamentales sont respectées. Dans un État de droit, le socle, c'est la justice. C'est la justice, c'est aussi les libertés fondamentales qui s'exercent dans un espace où l'État garantit à chacun de pouvoir jouir dans l'effectivité de leurs droits et de vaquer à leurs affaires librement en assurant leur sécurité par des forces de sécurité qui sont alors dédiées à une mission aussi importante comme celle d'assurer la tranquillité, la protection des biens et des personnes. Aussi, voudrais-je dire également que c'est un État de droit qui garantit à tous ceux qui ont maille à partir avec la justice la présomption d'innocence. Il n'y a pas de présumé coupable. Cela n'existe pas en droit sénégalais. On est présumé innocent. Tant qu'une décision définitive de la Cour suprême n'est pas intervenue, il n'est pas possible de dire qu'une personne est coupable alors des faits qui lui sont reprochés. C'est fondamental aussi à retenir. Il y a une présumée victime, il y a aussi un présumé auteur, et les droits alors de la personne accusée sont des droits qui sont garantis par la Constitution du Sénégal et la justice y veille. Je voudrais dire aussi, c'est un État de droit qui vise à faire en sorte que chaque citoyen puisse jouir, je le dis, de toutes ses libertés. Je voudrais conclure et vous dire, à travers ces propos liminaires, que nous voudrions rétablir les faits. Nous l'avons dit, notre part de vérité. Et pour cela, le gouvernement du Sénégal annonce la mise sur pied d'une commission indépendante et impartiale pour rétablir toute la vérité. Dans la dynamique de paix, dans la dynamique d'apaisement, la vérité, pour que justice soit faite, est un élément qui conforte aussi l'état de droit et notre volonté de vivre